Madame, Monsieur, bonsoir. Le sommet du journal. La confiance en soi permet de rester en totale possession de ses moyens. Cela offre la possibilité de nouer des relations constructives et d'oser prendre des risques. On en parle dans ce journal. Que ferions-nous sans eux à une époque où tout fonctionne à l'aide des machines, où les entreprises n'existent pas sans Internet? Eux, ce sont les programmeurs et développeurs. On en parle également dans cette édition. En environnement, les mangroves absorbent le carbone. Les protéger et les conserver participent à la lutte contre le réchauffement climatique. En quoi sont-elles utiles pour l'écosystème? Un spécialiste nous éclaire. Bienvenue dans ce journal. La confiance en soi, tout comme l'estime de soi, est un état d'esprit qui permet de combattre le doute, l'incertitude, la peur et de se sentir capable de relever des défis. Comment renforcer chaque jour sa confiance? On en sait un peu plus avec Patrick Adiaboudjou. Elle ne figure pas au rang des qualités innées, mais elle est un état d'esprit. La confiance en soi est la ferme assurance que l'on a de s'affirmer, de révéler ses capacités en toutes circonstances, d'accepter ses limites et de se surpasser. La peur, le sentiment d'infériorité et le doute sont ses plus grands ennemis. Pour gagner en confiance, il faut se connaître soi-même. Beaucoup de formateurs, beaucoup de coachs en motivation vont vous demander de répéter des paroles motivantes, affirmatives, chaque matin pour pouvoir développer votre confiance en vous. Mais cela ne marche pas toujours de cette façon. Il faut que l'individu prenne conscience de ce qu'il est, de ses croyances, de ses valeurs, de son origine. Être conscient de tout ce qu'il y a en soi et autour de soi. Être conscient de ses forces et de ses faiblesses. Parce que très souvent, nous n'avons pas le courage de regarder en face ce que nous ne sommes pas capables de faire. Pour savoir ce que nous sommes capables de faire, il faut d'abord connaître ses forces et accepter ses faiblesses. Après cette étape de connaissance de soi, il est nécessaire de reconnaître que le manque de confiance en soi est une dimension de notre personnalité sur laquelle il est possible de travailler. Nous avons ce qu'on appelle l'image de soi, qui est ce que je suis. Qui est-ce que je suis? Quelles sont mes valeurs? Quelle est mon origine? Quelles sont mes croyances? La seconde étape est ce qu'on appelle l'estime de soi. L'estime de soi, c'est ce que je vaux. Quelle est ma valeur? Et c'est seulement en troisième position que nous avons la confiance en soi, qui est ce que je suis capable de faire, ou ce que je me sens capable de faire. Et ce n'est qu'au-dessus de ces trois éléments-là qu'on a l'affirmation de soi, qui est ma capacité à faire ou à ne pas faire les choses. La confiance en soi est une qualité indispensable, surtout en milieu professionnel. Mais attention à ne pas tomber dans l'excès. Et c'est pour éviter de ne pas avoir trop confiance en soi qu'on dit, quelles que soient vos assurances, il faut toujours vous mettre à l'épreuve. Il faut qu'il y ait toujours cette marge de manœuvre où, oui, vous doutez un peu pour dire, bon, ok, je me mets devant le fait. Dans ces conditions, qu'est-ce que je fais? Il faut s'entraîner, il faut s'habituer, et il faut surtout échouer à apprendre de ses erreurs. Vous vous rendez compte que lorsque vous faites des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, au départ, cela augmente votre estime de vous-même. Et lorsque votre estime de vous est augmentée, cela a une répercussion automatique sur les choses que vous êtes capable de faire ou les choses que vous faites dans l'instant. Avoir confiance en soi est le socle de toute réussite. Un sentiment de sécurité qui libère du doute et des incertitudes. Et puis, je l'annonçais en titre, ils sont à l'origine des changements positifs dans plusieurs secteurs. Ces hommes et femmes d'éthique qui déchiffrent les codes permettant de donner des ordres aux ordinateurs. Pour vous qui ne savez pas ce que c'est qu'un programmeur ou un développeur, Rodrigue Babagüeto nous édifie à travers ce reportage. Des lignes de code, c'est ainsi que l'on appelle cette compilation de mesures issues des propriétés techniques ou fonctionnelles d'un logiciel. Elles servent à mesurer la taille d'un programme informatique en dénombrant le nombre de lignes de son code source. Elles permettent aux sites web et applications de fonctionner et constituent le terrain de jeu des développeurs et des programmeurs. Cela suffit-il pour faire des termes développeurs et programmeurs des synonymes?
Expert des langages informatiques, le développeur traduit la demande d'un client en ligne de code informatique. Pour être développeur, il faut commencer déjà par être un programmeur. Le développeur doit avoir une expérience pratique du fonctionnement de chaque ligne de code. À partir de là, il peut effectuer toutes les autres tâches de développement logiciel sans rencontrer de difficultés. Au nombre des tâches auxquelles participent les développeurs de logiciels se retrouvent la conception de logiciels, la recherche, la spécification du système et de la documentation, le test du système, l'entretien et la mise en place du système. Là où le développeur sera plus dans l'analyse et la conception d'une solution logicielle, le programmeur, lui, est orienté vers la réalisation et la mise en œuvre. En d'autres termes, le programmeur utilise principalement les technologies de programmation, à savoir des langages de programmation et des logiciels d'édition spécialisés pour écrire des codes propres qui peuvent être déployés pour s'exécuter sur des machines. Les programmeurs convertissent les conceptions et les idées en un ensemble d'instructions pouvant être exécutées par un ordinateur. Il existe deux principaux types de programmeurs que sont les programmeurs systèmes qui écrivent des programmes pour faire fonctionner des systèmes informatiques. Ils peuvent coder un système d'exploitation ou une base de données. Les programmeurs d'application, quant à eux, écrivent des programmes pour effectuer des tâches spécifiques. Il est important de comprendre qu'aucun de ces deux titres d'emploi n'est supérieur à un autre. Un programmeur n'est pas plus lucratif qu'un développeur. Aucun développeur n'est plus souhaitable qu'un programmeur. Ce sont juste des dimensions différentes qui tombent dans le même domaine. Caractéristique des zones tropicales humides bercées par les marées, les mangroves sont une niche écologique, mais elles sont souvent défrichées pour aider à construire des bassins à crevettes ou servir de bois de chauffe. Aujourd'hui, les mangroves, encore mal connues, peuvent être mal considérées et vues comme des lieux sans intérêt. Pourtant, le tourisme balnéaire dans les mangroves est une source de valeur ajoutée au développement local. Ebenezer Hundinou, expert en mangroves, nous parle ici de l'importance des mangroves pour l'écosystème. C'est l'une des espèces phares de mangroves. C'est une espèce indicatrice de salinité dans un milieu. Quand vous voyez ça dans la mangrove, vous pouvez être sûr que la salinité est élevée à ce niveau. Et c'est ça qui guide même les femmes quand elles veulent faire le sel. C'est dans ces milieux-là que ces femmes identifient ces arbres et c'est là qu'elles raclent le sol pour pouvoir faire le sel. Donc c'est une espèce très importante pour les populations. Elles aiment ça. Et quand vous voulez faire un reboisement à succès, il faut forcément associer cette espèce-là. Et ne pas faire que l'autre espèce qui est le Rhizophora racemosa qui est facile à planter. Ici, nous avons fait la pépinière où on a récolté les graines, on les a mis dans des sachets et il y a eu un suivi. Déjà, nous avons 4 feuilles. Là, ça veut dire que c'est prêt. On peut aller remettre ça. En fait, on peut aller faire le reboisement avec. On essaye de recréer l'écosystème qu'il y avait pour que, de façon durable, nous puissions nous projeter dans le développement. Je crois que c'est dès le bas âge qu'il faut reformater le citoyen de demain, qui va comprendre que les zones humides ne constituent pas un dépotoir, mais une richesse qu'il faut protéger et préserver. Je crois que les enfants sont les mieux placés pour prendre cet héritage-là. Voici à présent le condensé de quelques autres informations relevant de l'actualité nationale ces dernières 48 heures au Bénin. La Nation, en bref, porte la signature de Rodrigue Babaguito. Un nouveau barème d'impôt s'applique désormais à tous les fonctionnaires béninois. L'impôt sur le traitement des salaires appliqué depuis 2015 connaît désormais une légère augmentation. Ainsi, le nouveau barème définit 10% applicable à tous les salariés dont les revenus mensuels sont compris entre 60 000 et 150 000, 15% pour la tranche comprise entre 150 000 et 250 000, 19% pour celle comprise entre 250 000 et 500 000 et enfin 30% pour tout salaire supérieur à 500 000 francs CFA. Cette nouvelle disposition du nouveau Code général des impôts est effective depuis le 1er janvier 2022.
Les startups constituées en société et qui innovent dans le domaine des technologies de l'information et de la communication bénéficient cette année de certains avantages prévus dans le nouveau Code des impôts. Ces avantages concernent entre autres l'exonération de l'impôt sur les sociétés pendant les 2 premières années d'activité, l'exonération du versement patronal sur les salaires et une réduction de 50% de l'impôt sur les sociétés et du versement patronal sur les salaires au titre de la 3e année. La Société nationale de mécanisation agricole, Sonama, vient d'acquérir de nouveaux équipements agricoles. Ce sont des engins de nouvelle génération adaptés au sol et favorables aux environnements de culture. Ces équipements disponibles dans les locaux de la Sonama sont le fruit d'un partenariat public-privé. D'après le président de la Chambre nationale d'agriculture, Herman Imali Djeta, un pas vient d'être franchi en ce qui concerne la mécanisation agricole du Bénin. Ces engins viennent également réduire la pénibilité des activités agricoles et augmenter la plus-value de ce secteur de l'économie. Le Bénin est en tête du classement sur l'ouverture des régimes de visa en Afrique. C'est ce qui figure dans le rapport 2021 sur l'ouverture des régimes de visa en Afrique de la Banque africaine de développement et de la Commission de l'Union africaine. Le Bénin, la Gambie et les îles Seychelles sont les pays les plus performants en 2021. Ces 3 pays ont offert un accès sans visa à tous les visiteurs africains pendant ces 2 dernières années. Ce sera tout pour ce journal, disponible en replay sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à tous de nous avoir suivis.